Pour ce webinaire, on accueille donc Olivier Girard, qui est donc posturologue et ergonome et auteur du livre Plein le dos, et également Léo Bonne, consultante vie au travail et psychologue du travail. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous avez effectué et que vous allez nous montrer pour vos présentations, etc. Merci beaucoup. Ensuite, donc pour toutes les questions, donc Eve vous a bien expliqué comment il fallait faire, donc je vais pas trop y revenir. Mais il faut savoir que pour chaque partie, donc la partie posturale d'Olivier aura ensuite un temps de questions-réponses, et ensuite la partie organisationnelle du télétravail avec Léo aura aussi une partie questions-réponses. Et ensuite, si on a le temps à la fin, on ouvrira pour les questions qui n'ont pas pu être posées à temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser les questions dans la petite bulle en haut. Pour information, donc le webinaire est filmé, donc vous pourrez le retrouver donc sur les sites internet des différents organisateurs. On va aussi vous envoyer en fin de journée donc les présentations de chaque intervenant, le contact de chaque intervenant, un lien donc pour revisionner le webinaire, et également si vous le souhaitez le formulaire d'inscription pour vous inscrire donc au prochain webinaire, que je rappelle qui est sur le télétravail ou travailler à distance, la différence. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler maintenant et je vais laisser la parole donc du coup à nos super intervenants. Donc bonne réunion à tous. Bonjour à tous, je vais commencer, je commence par partager mon écran et puis je suis à vous dans une seconde. Tchac. Ok. Je m'appelle Olivier et comme Clémence a dit, je suis ergonome et posturologue. On va arrêter les présentations là parce qu'on a un quart d'heure pour discuter d'un sujet intéressant. Et donc, passons directement à la discussion si vous voulez. Ce que je vais faire, c'est essayer d'aborder le télétravail sous l'angle des troubles musculo-squelettiques en tant que, soyons clairs, en tant que biomécanicien. Les troubles musculo-squelettiques, on en parle beaucoup, mais on en parle souvent un peu n'importe comment. Et donc, si vous voulez, j'aimerais bien commencer par vous expliquer simplement ce que c'est. Grosso modo, si vous aviez envie de vous faire mal, vous auriez deux façons de faire. La façon rapide, c'est vous tomber dans l'escalier. Ça, c'est un accident. Et quand on s'occupe de traiter un accident, ben, on s'occupe finalement d'en soigner les conséquences, les symptômes. Puis l'autre façon, c'est la façon lente. C'est se casser le dos un petit peu tous les jours. Puis au début, il ne se passe rien. Puis un jour, Dieu seul sait pourquoi, il se passe quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle trouble musculo-squelettique. La grosse différence avec l'accident, c'est que puisque vous entretenez le problème tous les jours, consciemment ou pas, volontairement ou pas, merci. Je disais, la grosse différence entre accident et accumulation, c'est que sur l'accumulation, il faut absolument s'occuper des causes. Donc, vous voyez, finalement, l'accumulation, c'est l'histoire d'un verre qui déborde, et puis il déborde si vous mettez par le robinet plus que vous ne sortez par la paille. Quand ça déborde, ça dépend de la taille du verre. La stratégie de prévention ou de traitement, elle est illustrée à droite de l'écran. C'est 1, on ferme le robinet, 2, on active la paille, 3, on pourra travailler sur la taille du verre. Donc, aujourd'hui, dans le temps qui m'est donné, je vais essayer vraiment de me concentrer sur comment on ferme le robinet. Encore faut-il comprendre ce que c'est que le robinet. Le robinet, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, microseconde après microseconde, la combinaison de 4 facteurs. Ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps, dans quel état psychologique. Ces 4-là, ensemble, permettent d'expliquer la charge que vous imposez à vos tissus. Pour la faire très très court, ce qui caractérise une activité dangereuse, c'est est-ce qu'il y a du poids, est-ce qu'il y a des vibrations, est-ce qu'il y a du froid. Donc vous voyez qu'en soi, le travail sur écran, ce n'est pas une activité dangereuse. C'est la première bonne nouvelle de la journée, peut-être la seule. La partie stress, je vais la laisser à Léo. Et donc, je vais me concentrer sur ce qui reste, c'est-à-dire posture et durée. Et la règle en biomécanique, c'est que sur posture, activité, durée, on ne devrait jamais en avoir deux en même temps. Vous pouvez porter un piano, ce n'est pas un problème. Tant que ça dure une demi-seconde sur votre vie, vous êtes dans une super posture. Vous pouvez mal vous tenir, croiser les jambes et compagnie, ce n'est pas un problème. Tant que ça ne dure pas longtemps, que ce n'est pas fréquent.
Le problème du travail sur écran, c'est qu'on se tient pendant longtemps très mal, ou un peu mal. Et cette cohabitation de deux facteurs de risque, c'est trop. Peut-être la deuxième bonne nouvelle de la journée, alors que ça paraît très compliqué, il y a finalement 3 grandes règles du corps qui sont à la base de plein d'eau. La première règle dit que pour toute activité prolongée, fréquente ou dangereuse, votre dos doit être ni rond et compressé, c'est ça pour ceux qui voient l'écran, ça s'appelle avachi, ni creux, c'est ça, ni tordu, c'est ça. D'accord? La règle 2 vous dit que vous n'aurez jamais de problème si votre nuque est trop relaxe. Et la règle 3 dit que, comme tout ce qui lutte contre la gravité, le corps doit se construire de bas en haut, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans votre nuque si je n'ai pas été regarder sur quoi est construite votre nuque. Donc toute l'approche posturale se fait systématiquement des pieds vers les extrémités supérieures. Ces 3 règles-là, pardonnez-moi, je les passe un petit peu vite, il me faut normalement à peu près un quart d'heure pour les expliquer, donc je suis obligé de les résumer là. Je vais vous montrer en quoi ces 3 règles s'appliquent dans le contexte du télétravail. En fait, il y a un petit processus en 6 étapes pour le télétravail, qui est 1, je vais choisir un siège pour le télétravail. 2, je vais faire du tuning de chaise ou de siège. 3, je vais choisir la table sur laquelle je travaille. 4, je vais placer les accessoires, écran, clavier, souris. Ça, c'est toute la partie posturale, de bas en haut, dans le respect des 3 règles. Et la partie 5 et 6, c'est je m'occupe de l'autre facteur qui était la durée. Avant ça, il y a une étape 0 qui est encore faut-il, pour choisir un siège, encore faut-il savoir ce que c'est que de bien s'asseoir. Idem, bien s'asseoir. Alors, pardon, je ne parle pas beaucoup dans ce webinaire-là de tout ce qui est environnement autour du poste de travail, c'est-à-dire lumière, température, bruit. On l'aborde volontiers dans les questions si vous voulez, mais si vous voulez, j'ai beaucoup de clients qui sont dans des 30 mètres carrés, etc. Et donc, si vous voulez leur dire, il faut que tu aies une pièce à part pour ton télétravail, ça les fait doucement rigoler. Et donc, je préférais vous donner du temps sur les autres sujets. L'étape 0, c'est donc de savoir comment il faut s'asseoir. Vous voyez, quand on est bien assis, ce qui est la photo de droite, la gravité va automatiquement vous emmener dans la photo de gauche, c'est-à-dire avachi. Ça va avoir un effet tant de surcharger les disques intervertébraux que de projeter vos épaules et la tête vers l'avant. Donc, ça va être source de tension dans la nuque. C'est une violation des règles 1 et des règles 2. Et donc, si vous voulez, si on veut empêcher cette rotation du bassin vers l'arrière, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut se débrouiller pour bloquer le bassin. C'est-à-dire mettre un truc derrière la ceinture qui va permettre de bloquer votre bassin. Ce truc, c'est ce qu'on appelle un support lombaire que j'ai représenté par la flèche horizontale verte. Et donc, en fait, si on voulait résumer en une phrase tout ce que je raconte en un quart d'heure sur la posture assise, on dirait que quand tu es bien assis, finalement, il faut que tu aies les pieds par terre pour que cet appui sur le sol permette de te projeter au fond du siège. Et au fond du siège, ton bassin trouvera sa stabilité contre le support lombaire, ce qui donnera des fondations solides à la colonne vertébrale et lui permettra d'être relax. Et ensuite, ça sera facile. Il faudra mettre ton clavier et ta souris là où tes doigts sont, ton écran là où tes yeux sont. Voilà en 2 phrases le résumé. Regardons comment ça s'applique en matière de siège à la maison. Vous voyez, j'ai isolé là 3 sièges qu'on a à la maison. À droite, le canapé. Vous voyez que le canapé, il est très profond, très bas. Ça va imposer une grande flexion dans l'ange qui est très désagréable. La réaction du bassin, c'est de partir vers l'arrière. Violation de la règle 1. Le tabouret de bar, lui, il n'est pas trop bas, ça on ne peut pas lui reprocher. Par contre, comme vous avez les pieds sur la barre du repose-pied derrière vous, finalement, ça creuse le dos. Et entre les deux, on a la chaise de cuisine. En fait, les 4 critères que vous devez utiliser pour évaluer un siège, c'est est-ce qu'il est trop bas, est-ce qu'il est trop profond, est-ce qu'il a une assise qui est trop dure, et est-ce qu'il a un support lombaire ou pas. La question de l'assise dure, c'est simplement parce que vous avez vu sur l'image précédente, j'étais assis sur les ischions, sur les os des fesses. Si l'assise est dure, je vais avoir du mal à tenir 8 heures sur les os des fesses. Donc voilà les 4 critères d'évaluation d'un siège de maison. Vous voyez que celui qui remplit plus ou moins ces 4 critères-là, par le fauteuil de bureau, c'est grosso modo une chaise de cuisine. Et donc, on va partir de ça pour essayer de la tuner.
Finalement, ce qui peut se passer sur la chaise de cuisine, c'est que si elle est trop dure, ben, je ne sois pas confortable au niveau des ischions. Donc, je vais assouplir son assise en mettant un coussin. Ce coussin ne devra pas être trop épais parce que s'il est trop épais, il va se déformer et vous allez avoir le bassin qui se tire. D'accord? Donc, un coussin fin sur l'assise. Vous vous souvenez, j'avais dit que toute l'idée, c'est de tenir le support lombaire. Donc, il va me falloir un coussin lombaire ou, ouais, on peut aussi utiliser une serviette qu'on roule, un truc comme ça. Mais l'avantage de ce coussin-là, c'est qu'il est stable, donc il restera à sa place si vous levez. Et puis, l'antidérapant, c'est un machin comme ça, c'est ce que vous mettez sur les tapis. Ça évite, si l'assise est un peu glissante, d'avoir le bassin qui part vers l'avant. Avec ces trois éléments-là, et un tout petit peu d'essai et d'erreur, j'allais dire, vous pouvez tuner votre chaise de cuisine pour en faire une chaise qui, à la fois, permet d'être confortable sur les ischions, à la fois permet de tenir votre ceinture, donc votre bassin. OK? Donc là, je suis assis comme ça. J'ai positionné mon corps sans ses bras. J'ai donc travaillé sur la règle 1. Maintenant, je vais travailler sur la règle 2 en branchant mes bras. Quand je branche mes bras, ben, vous voyez, on peut tous observer que là, c'est là où on serait confortable pour travailler. Il n'y a pas d'effort. Donc, ça veut dire que le clavier, il devrait être là où sont mes doigts. Et c'est de là que vient cette histoire de table à hauteur des coudes. Mais avant de parler de la hauteur, parlons de la distance. Vous voyez, là, je suis loin de mon bureau. Il suffit que je m'approche de mon bureau. Et au moment où j'ai les doigts sur le clavier, ben, je suis à la bonne distance. Donc, finalement, entre mon nombril et le bureau, il y a un petit peu d'espace. Parlons maintenant de la hauteur. Le but du jeu, il est ni de lever les épaules, ce qui serait une violation de la règle 2, ni de casser le poignet parce que le bureau serait trop bas. Et donc, un bureau idéal, il va permettre au clavier d'être juste sous vos doigts, c'est-à-dire à la hauteur des coudes. Pour 90% de la population, j'ai mal caché le côté suisse, la hauteur de bureau, c'est entre 68 et 76 cm. D'accord? Votre table de salon, elle est mesurée, mais elle est quelque part entre 74 et 77 cm dans ces eaux-là. Ça veut dire que votre table de salon, elle sera toujours trop haute. Donc, d'une façon ou de l'autre, vous allez devoir rehausser votre chaise, rehausser l'assise. Peut-être mettre quelques BD entre l'assise et le coussin, rehausser la chaise si c'est une chaise de bureau, mais vous allez devoir la rehausser. Et comme vous allez la rehausser, vous allez perdre le sol. Donc, il va falloir recréer le sol. Recréer le sol, ça s'appelle mettre un repose-pied. Un repose-pied, ça a les mêmes propriétés que le sol. C'est grand, c'est plat, c'est horizontal. D'accord? Une belle planche Ikea fait parfaitement l'affaire si vous avez mis les pieds qui vous permettent d'avoir le différentiel de hauteur. Là, je me suis donc assuré que je ne chargeais pas la nuque, règle 2, par les bras. Maintenant, on va s'occuper de charger la nuque par les yeux. En fait, il y a deux choses qu'il ne faudrait pas avoir avec l'écran. La première chose, c'est un écran trop haut, parce qu'on a souvent avec les gens qui ont des verres progressifs, parce qu'ils regardent l'écran par la partie inférieure du verre, qui creuserait la nuque. La deuxième chose qu'on ne veut pas, c'est un écran trop bas, qui imposerait une flexion de nuque de plus de 20 degrés, ce qu'on a typiquement sur un ordinateur portable. Et donc, ce qu'on veut, c'est que le haut de l'écran soit grosso modo une dizaine de degrés sous le niveau de vos yeux. On a souvent des ordinateurs portables, alors comment on fait? Soit on a la chance d'avoir un écran séparé, je vous parle depuis un ordinateur portable aujourd'hui, qui est mon seul ordinateur. Si je n'ai pas de deuxième écran, je mets image de droite, le portable sur quelques bouquins, j'ai un clavier et une souris séparés, et j'utilise le laptop comme un écran secondaire. À gauche, vous avez la photo du dressing de ma femme. Vous voyez que je n'ai pas la profondeur pour mettre le laptop sur quelques bouquins. Alors, je l'ai ouvert, j'ai mis une règle avec un scotch double face pour que le laptop ne glisse pas. Et à nouveau, clavier souris séparé, j'utilise le laptop comme un écran secondaire. D'accord? Donc, la clé, elle est vraiment de casser la charnière du laptop en prenant un clavier et une souris séparés. Et ce faisant, vous avez respecté toutes les étapes biomécaniques. Restent maintenant les étapes organisationnelles. Si vous voulez, la posture que je viens de décrire hyper rapidement, c'est une posture qui permet de distribuer la charge sur vos tissus. C'est-à-dire, ce n'est pas un coup j'explose les disques, un coup j'explose les cartilages, c'est j'en donne un petit peu à chacun pour que tout le monde reste dans sa zone de confort. Ça vous permet de rester
le plus longtemps possible dans une posture, en l'occurrence la posture assise. Et le plus longtemps possible, ce n'est pas l'éternité. Le plus longtemps possible, c'est grand max une demi-heure. Donc, ça veut dire que toutes les demi-heures, il faudrait foutre la paix à son dos, se lever par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de bosser. Il y a plein de façons de bosser en étant debout. Et en fait, la clé là, elle est d'identifier les activités que vous faites assis beaucoup plus par habitude que par nécessité. Vous voulez un exemple? Juste maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être assis sur votre chaise pour me regarder. Donc, si vous avez été assis toute la journée, vous pourriez en profiter pour vous lever. Mais téléphoner, réfléchir, etc. sont d'autres activités parfaitement adaptées à ça. Toutes les heures, on recommande une pause qui là est une pause tant biomécanique que psychologique, vraiment se relâcher l'esprit. Je vous montrerai sur la toute dernière page, là où il y a le résumé du cours sur travail informatique, il y a un exercice de relaxation qui tient en 40 secondes que vous pourrez regarder. Ces durées-là sont des durées que je vous donne pour des postures optimisées. Si la posture est sous-optimale, vous réduisez. Ici, 2 petits logiciels qui peuvent vous rappeler de prendre des pauses si vous n'en prenez pas naturellement. J'espère que vous pouvez les installer sur vos ordinateurs privés. Et puis, la dernière étape, c'est de dire, bah, écoute, bouge. C'est les plus grandes pauses. En matière d'activité physique, votre boulot, il est de prendre une activité physique, 1, qui vous plaît, 2, vous pouvez pratiquer régulièrement plus qu'intensément. On veut faire du sport tous les jours un petit peu, pas toutes les 15 jours pendant une demi-journée. J'en arrive à ma conclusion, en espérant que j'ai respecté le timing. Vous aurez dans les slides ici, si vous allez sur Ergo Conseil, comment retrouver tout le résumé de ce que je viens de vous raconter. Et puis, mes dernières recommandations, c'est écoutez, à la maison, choisissez un siège qui répond aux 4 critères, ayez un clavier et une souris séparés, puis vous faites les allers-retours entre le boulot et la maison juste avec l'ordinateur portable. Puis si vous retenez une seule chose de ce que je vous ai raconté, c'est assis, il faut être sur les ischions contre le support lombaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Alors je ne sais pas si ça vous a fait pareil qu'à moi, mais pendant toute votre intervention, j'ai réinstallé mon siège. Il me manque 2-3 accessoires pour le faire mieux, mais merci beaucoup. Je crois que c'était plus que nécessaire pour moi. Donc on n'a pas de questions dans le chat, mais peut-être sur Mathilde. Mais ça a été extrêmement clair, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez une question, rallumez votre caméra, rallumez votre micro, vous vous présentez, vous pouvez la poser. Et si tout est très clair, c'est Léo qui va prendre la suite. Moi, je vais avoir une question, du coup, vu que personne… Ah si, je crois qu'il y a une question dans la bulle. Ah non, c'est très clair. Non, c'est très clair. C'était pour dire que tout était très clair. Merci. Mais je pense qu'on va reprendre les petites images du diaporama, puis on va tous se tester. Je pense que je vais envoyer à mes collègues aussi. Vas-y, Clément. Moi, j'ai une question parce que c'est vrai que souvent, quand je m'assois, j'aime bien avoir mes jambes allongées. Ça, je pense que c'est parce que j'ai souvent fait mes devoirs sur mon lit et du coup, j'étais donc en posture assis, allongée. Ben oui. Est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter ou est-ce que c'est vrai que j'arrive à trouver un système pour que mes pieds soient en longueur? Alors, est-ce que… Je vais baisser un tout petit peu ma caméra. Oui, j'ai fait. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, si je mets mes pieds loin devant, regardez ce qui se passe. Je mets mes pieds loin devant, automatiquement, mon dos, il a envie de s'avachir. La logique derrière ça, c'est quoi? C'est que si vous mettez du poids devant, de sorte à garder votre centre de gravité quelque part au milieu, il y a du poids qui doit aller derrière. Et donc, si vous mettez les jambes devant, par exemple sur le L du canapé, par exemple en conduisant trop loin de vos pédales, par exemple, etc., en ayant les pieds sur la barre transverse, vous allez vous avachir. Et l'impact de s'avachir, il n'est pas seulement que j'explose mes disques, il est que je suis tout arrondi là, puis vous voyez que de là à là, je me suis éloigné de mon poste de travail. Donc derrière, il faut aller le chercher comme ça. C'est pas super relax pour la nuque. D'accord. Okay. Donc, quand vous en avez marre d'être dans une posture, on va dire, académique, c'est juste qu'il est temps de vous lever. Vous avez vu le timing que je vous ai donné, je vous ai dit toutes les demi-heures. Et donc, si vous voulez, souvent, cette instabilité sur les chaises et tout, elle est quoi? Elle est que vous essayez de rester 1 heure, 1h30, 2 heures parce que vous avez plein de trucs à faire. Ceci dit, plus vous avez de trucs à faire, plus il faut rester frais dans votre tête. D'où l'intérêt de très courtes pauses très fréquentes.
D'accord. Ok. Ok, ben Alors, merci beaucoup. merci beaucoup. Il y a une question de Ronan. Si tu veux allumer ta caméra, le micro, Ronan, pour poser ta question, s'il te plaît. J'attendais celle-là. Avec plaisir. Vous m'entendez bien? Bien sûr. Oui. Nickel. Ok, bon, super. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation tout d'abord. Oui, voilà, j'avais une question concernant les sièges de bureau qui sont de plus en plus remplacés par des ballons ergonomiques de gymnastique. Alors, je pense que vous voyez à peu près tous de Oh bien, oui. Oui, je ce vois dont tout à je fait. veux parler. C'est des gros ballons qui sont souvent bleus ou Ouais. gris. Et voilà, je voulais savoir si c'était vraiment efficace ou pas. Regardez, si on reprend l'image de la posture assise, là, qui est celle-ci à droite, ce que je suis en train de vous expliquer, grosso modo, c'est ce principe des fondations par rapport à un bâtiment. Le bassin, c'est les fondations de la colonne vertébrale, c'est-à-dire quand même le système nerveux central. C'est pas tout à fait rien. Ouais. Je suis en train de vous dire que pour stabiliser la colonne vertébrale, il faut qu'elle soit sur des fondations qui sont solides. C'est-à-dire que toute l'histoire d'être assis, c'est un, de stabiliser le bassin, deux, de réussir à transférer le poids vers autre chose, parce que tout ce que vous donnez à une tierce partie, la chaise en l'occurrence, c'est autant qu'il ne reste pas sur votre corps. D'accord? Vous connaissez un seul truc plus instable qu'un ballon? Il n'y a pas. Et donc, si vous voulez, le ballon, c'est quoi? C'est un outil d'entraînement à la stabilité en créant des conditions instables. Et c'est donc bien un outil d'entraînement. Et personne ne s'entraîne 8 heures par jour. S'il faut vous entraîner 8 heures par jour pour faire quelque chose, changer de carrière, c'est que vous n'êtes pas doué. D'accord? Donc, personne ne s'entraîne 8 heures par jour, première chose. Deuxième chose, on ne s'entraîne pas en faisant autre chose. Donc, quand vous vous entraînez, vous vous concentrez sur l'équilibre de votre bassin, machin, etc. Ça dure 10 minutes. Puis, quand il faut vous concentrer sur votre boulot, ben, vous relâchez la pression sur l'autre sujet qui est postural, vous donnez le travail à la chaise. Et c'est pour ça que ces ballons-là, si vous voulez, ne sont pas des sièges de travail. Et oui, ça me catastrophe un petit peu que ça devienne la norme. C'est une très mauvaise idée. Ok, merci. Donc c'est bien une légende. Enfin, c'est ok. Bon, Ouais, c'est un peu une vais. légende urbaine. C'est un outil de sport, si vous voulez. Et j'ai aucun Ouais. problème avec le fait que vous fassiez du sport, mais pas 8 heures par jour et pas en faisant autre chose. Ok. Moi, j'ai Bon, tout merci. faux, hein. Je pensais à toi de A à Z, Eve. Oui, j'ai tout faux. Merci, Olivier. Alors, il y a, alors justement, Gérald propose propose une question. Comment on fait pour se faire rembourser du fameux ballon? J'imagine que c'est ça, Gérald, hein. Donc, alors, il y a une question. Eve, une Eve en cache une autre. Eve Le Boutet, si tu peux allumer ta caméra. C'est bon. Olivier, je souhaitais savoir ce que vous pensez du travail avec deux écrans, parce qu'à partir du moment où on a le regard qui est bien fixé sur un, ça oblige à se déplacer, à faire bouger le dos. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir deux écrans? Si vous voulez, en fait, la largeur du champ visuel, vous pouvez la tester vous-même avec vos mains. C'est à peu près ça. Donc, vous voyez le cône que ça fait. Vous ne réussirez jamais à placer deux écrans 16/9 là-dedans, c'est-à-dire des écrans larges. En fait, l'écran 16/9, il a quand même été développé à l'origine pour remplacer deux écrans 4/3, des écrans qui étaient plus rectangulaires. Et de 2 4/3, on est passé à 2 16/9. Donc, effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les doubles écrans créent plus de postures asymétriques. Parce que de deux choses, soit vous avez les écrans V en face de vous, donc vous êtes tourné vers l'écran que vous utilisez le plus, soit vous avez un écran en face de vous, celui que vous utilisez le plus, et l'autre sur le côté, mais ça veut dire que vous avez des rotations unilatérales. Donc, les écrans doubles créent plus d'asymétrie. On va me dire, ouais, mais ça épargne l'épaule, ça épargne les clics, changement de fenêtre, etc. Ça dépend. Si vous tournez sur deux Excel, je veux bien en discuter parce qu'effectivement, des fois, quand on est contrôleur de gestion, il y a des longs tableaux de colonnes. Ok, bon, pourquoi pas. Mais si c'est pour avoir votre mail sur le deuxième écran, je suis désolé, le jeu en vaut pas la chandelle parce que si vous voulez vraiment bosser, il ne faut pas répondre aux mails à chaque fois qu'ils arrivent. Il faut y répondre 3-4 fois par jour ou quelque chose. Donc, ça ne mérite pas un deuxième écran pour ça. Par ailleurs, il y a un raccourci que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est touche Windows et la flèche de gauche ou touche Windows et la flèche de droite. Ça permet de séparer votre écran en deux écrans totalement indépendants en largeur. Et pour la plupart des utilisations, comparées deux PDF, un Word et un PDF, un mail et un Word, etc., ça permet d'avoir les avantages de deux écrans alors qu'on est sur un seul. Donc, j'allais dire, c'est un peu comme les ballons. Il y a quand même un truc de mode là-dessus. Pour certains cas d'utilisation, je veux bien en discuter, mais pour beaucoup de cas d'utilisation que j'observe au quotidien,
très honnêtement, le jeu en vaut pas la chandelle et ça crée des douleurs de nuque importantes. Merci. Ok. Merci Bon, beaucoup. Oui, Alors, merci on va passer beaucoup. à la On suite. va s'arrêter là, voilà. Et on va laisser la parole du coup à Léo. Léo, je vous nomme présentateur. Tac. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous avez la fenêtre ou pas? Oui, nickel, Ok, ça super. marche. Merci du coup de m'avoir invité pour ce webinaire et merci Olivier d'avoir parlé du coup des impacts, on va dire, physiologiques du télétravail. Je vais peut-être moi continuer sur cette lancée-là en parlant plutôt des impacts psychologiques et organisationnels qu'a le télétravail. Dans les questions qui nous ont été posées pour préparer ce webinaire, on nous a demandé au final quel impact avait le télétravail sur la culture de l'entreprise. Alors peut-être juste en définissant deux mots de culture pour savoir à peu près de quoi on pourrait parler. On pourrait définir ça comme un ensemble finalement d'habitudes, une manière de travailler qui est partagée collectivement par un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Donc en réalité, on parle là de comment on organise le travail ensemble. Et c'est la première chose dont je vais vous parler. Je vais avoir, comme on n'a pas énormément de temps, je vais faire passer 3 messages principaux, donc j'aurai 3 diapos pour que vous sachiez un peu où on va. Le premier message important, ça va être sur le télétravail. C'est pas comme d'habitude, mais à la maison. Qu'est-ce que j'entends par là? Pendant la période qu'on vient de vivre de confinement, on a connu un télétravail massif et différent de ce qu'est un télétravail en période normale. On était en fait en isolement, on n'était pas en télétravail. La difficulté, c'est que la plupart des personnes construisent leur représentation, et c'est bien normal, à partir de leurs expériences. Et l'expérience la plus massive, la plus partagée de télétravail, c'était sa période de confinement. Donc, on a beaucoup de gens qui vont avoir des fausses représentations sur ce que c'est le télétravail. Pour poser en 2-3 mots quel télétravail et une activité en télétravail, on pourrait faire 3 camemberts. Alors, les proportions là sont purement arbitraires, mais ce serait une partie de l'activité à faire en présentiel, une partie qu'on pourrait faire de la même manière en télétravail, donc télétravail, se dire maison ou espace tiers, ou au bureau, et une troisième partie qui serait en fait un télétravail qui demanderait à adapter une partie de l'activité. Peut-être que pour être plus clair, on peut prendre un petit exemple. Je vais vous présenter Martine. Elle est contrôleuse de gestion, du coup, je reprends l'exemple fidèle du contrôle de gestion de tout à l'heure. Elle a 3 choses principales, on va dire, à faire dans son activité. Une partie de réunion, peut-être qu'elle va préférer faire au bureau en présentiel, une partie de reporting qu'elle pourrait faire de manière indifférenciée au bureau ou à la maison, et une partie d'analyse des données et de compréhension du besoin de son client et de la situation économique de l'entreprise qu'elle préférera faire à la maison parce qu'a priori, c'est un endroit où on est un peu plus au calme, où on peut plus prendre le temps de réfléchir, où finalement, on peut un peu plus se laisser aller à l'inspiration. C'est-à-dire, à un moment, là, je me sens plus prêt à bosser, j'ai une idée qui me vient, du coup, je me mets dessus. Sauf que ça serait une erreur de se dire que c'est vrai pour tout le monde. Je vais vous présenter une deuxième personne qui s'appelle Bob. Il est aussi contrôleur de gestion. Sauf que lui, les réunions, son entreprise, elle est à distance. Donc finalement, être au bureau ou à la maison, ça ne change pas grand-chose parce que ça sera en distanciel. Le reporting, lui, préfère par exemple le faire à la maison parce qu'à la maison, il y a du bruit, il y a un voisin qui est bruyant. Donc du coup, ça va être plus simple de faire des tâches qui peuvent être interrompues, qui ne demandent pas forcément une concentration extrêmement importante. Et par contre, son boulot d'analyse, lui, de la gestion d'entreprise, il a besoin de le faire au bureau parce qu'en fait, il y a un collègue à côté avec qui il a besoin de travailler. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en réalité, chacun va avoir besoin de choses différentes. Chacun va être dans un cadre différent au bureau et à la maison. Ça veut dire qu'il faut en discuter ensemble. Il faut en discuter en équipe pour savoir quels sont les besoins des personnes, quelles conditions sont les plus à même d'être les meilleures pour réaliser tel type de tâches. Donc, ce qu'il va falloir faire pour ça, c'est répartir les tâches de la personne, analyser un petit peu sur comment elle travaille, de quelle manière et de quoi elle a besoin. Pour ça, le premier outil, ça va être la parole, la discussion, c'est de réunir l'équipe et de discuter entre les différents collègues sur quel jour on est à la maison, quel jour on est au bureau, comment, dans quelles conditions on peut le faire. Après, si on a besoin d'une compréhension un petit peu plus fine peut-être de la situation et du travail, on peut faire appel à des ergonomes ou des psychologues du travail, par exemple, qui sont spécialisés dans aussi la compréhension de l'activité, de l'analyse et de quoi les gens ont besoin pour travailler de manière optimale, en respectant à la fois la question de la santé posturale, de la santé psychologique et mentale, et aussi d'être le plus performant possible, parce que forcément, il y a un lien évident entre les deux.
Souvent, pour se demander finalement quelle tâche je vais faire au bureau, quelle tâche je vais faire à la maison, on considère que le bureau, c'est la norme du travail. On va se dire quelle tâche je peux aussi faire à la maison de la même manière. Sauf qu'on pourrait peut-être se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire finalement à quoi ça sert que je vienne au bureau. C'est peut-être uniquement quand on s'est posé cette question-là, quelle est la valeur ajoutée du travail en présentiel, à quoi ça sert fondamentalement de venir au bureau et qu'est-ce que j'y gagne, qu'on pourra peut-être faire la séparation entre les tâches qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire au bureau, dans quelles conditions et qu'est-ce que ça nous apporte. Il va y avoir 3 questions principales à considérer quand on veut organiser son activité ou l'activité de ses collègues en télétravail. Des questions d'ordre technique. Olivier nous en a parlé juste avant, notamment sur la question de la posture, de l'ergonomie du poste, des questions de matériel aussi, des questions de logiciel, toutes les questions pratiques qui se posent. Des questions aussi organisationnelles, parce que si le télétravail, ça va transformer moi, ma manière de travailler, ça va aussi impacter mes collègues. Parce que si je suis en télétravail le jeudi et que mon collègue, lui, le jeudi, il a besoin de me voir, il a besoin de discuter avec moi, de me croiser à la machine à café pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire bien son boulot, et ça va l'impacter aussi. Dans ces cas-là, on a besoin d'en discuter à l'intérieur de l'équipe et peut-être aussi avec d'autres services que ça va pouvoir impacter. Donc, il y a des impacts organisationnels à prendre en compte. Et aussi une question managériale sur laquelle on reviendra juste après. Le leitmotiv, en gros, ce serait de dire vraiment échanger en équipe sur la répartition des tâches selon le cadre de travail qui est le plus adapté. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est la question peut-être du management à distance. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je vais être concis et je vais parler de 3 choses principales. La première, c'est qu'on peut avoir beaucoup de managers qui ont le sentiment de perdre le contrôle, finalement, sur le travail et sur les équipes pendant le management à distance. Ça amène des situations, ça amène des types de comportements qui peuvent être délétères, comme par exemple la sursollicitation de ses collègues, la vérification systématique du travail, de comment il est fait, de quelle manière, à quelle heure, etc. Et du coup, ça peut être vécu comme presque du harcèlement par les salariés. Ce n'est pas forcément du harcèlement au sens juridique, mais ça peut être vécu de cette manière-là par les salariés. On peut aussi s'enfermer dans un rôle de prescripteur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement de se dire, moi, mon boulot de manager, ça va être de donner une liste de tâches le matin ou le lundi et de récupérer les devoirs, si je caricature un petit peu, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Sauf qu'on oublie tout un champ du management qui est celui de l'accompagnement des salariés dans leur travail, de les aider à faire leur travail. Surtout en télétravail où les salariés n'auront pas l'habitude, il va falloir dans un premier temps passer beaucoup de temps à les accompagner dans ces nouvelles modalités de travail et à organiser et réajuster l'activité. Souvent, c'est peut-être juste aussi une manière un peu maladroite d'être en lien avec les équipes parce qu'on ne sait pas comment être en lien autrement en télétravail. La deuxième chose, ça va être que tout le monde va se focaliser un petit peu sur les résultats du travail. C'est-à-dire quels sont les PowerPoint que j'envoie, la réunion que je fais, le tableau Excel pour notre contrôleur de gestion qui va envoyer. En fait, on va voir que ça de l'activité du travail, qui est une toute petite partie. Toute la partie des efforts, des difficultés qu'on a eues, toute la partie du travail qu'on fait et qu'on refait, tous les aléas qu'on va avoir qui font finalement le quotidien de notre boulot, il peut être rendu invisible par le télétravail. Et quand ce travail-là, il n'est pas rendu visible, il n'est pas reconnu. C'est ce qu'on appelle, nous, l'invisibilité du travail. Et ça amène énormément de souffrance. Imaginez qu'en réalité, vos collègues ou vos patrons pensent que ce que vous avez produit en 3 jours et qui se résume en 3 diapos, s'ils ont l'impression que le seul travail que vous avez fait, c'est 3 diapos, vous allez vous sentir mal et peu reconnu dans votre travail. Et le troisième élément, ça va être sur des dimensions plus collectives. Est-ce que, en soi, le télétravail met à mal les collectifs? J'y crois pas. Pour moi, le télétravail, c'est une modalité de travail. C'est un outil dans le travail, mais en soi, ça n'apporte pas ni des bénéfices ni des effets délétères. Ça va dépendre de la manière dont on le met en place. Ça va dépendre de comment les équipes sont constituées et structurées avant la mise en place du télétravail. Il va falloir évidemment avoir un équilibre entre le distanciel et le présentiel. Est-ce que c'est 1 jour par semaine? Est-ce que c'est 2 jours par semaine? Est-ce que c'est 2 jours tous les 3 mois? Je ne sais pas, ça va dépendre des besoins de chacun, ça va dépendre des activités. Il faut être flexible là-dessus, en tout cas réfléchir à qu'est-ce qui est le plus sensé pour mettre en place ce télétravail, l'équilibre entre le distanciel et le présentiel. Et l'autre élément important, c'est de retrouver des temps à distance informels. C'est-à-dire que les temps informels, ils sont structurés de quelle manière? Quand on va à la machine à café et qu'on croise un collègue, quand on passe dans un bureau et qu'on voit un collègue auquel on n'avait pas pensé de voir, qu'on va faire sa pause cigarette, qu'on va manger le midi, etc. Le point commun de tout ça, c'est qu'il y a un espace de rencontre. Il y a un point commun de rencontre qui était inattendu. Ça, en télétravail, ça n'existe plus. Du coup, il va falloir que les équipes, elles prennent l'habitude, elles se sentent légitimes pour automatiquement faire de manière assez simple des visios, des conférences téléphoniques à 2, 3, 4, 10, peu importe, mais qui ne soient pas prévues dans l'agenda.
qui ne soit pas organisé à l'avance. Ou peut-être le N+1 ne va pas être là non plus, parce qu'on parle pas de la même manière de son travail quand soit N+1 est là ou pas. Où il n'y a pas forcément de traçabilité non plus. Où on ne va pas avec un logiciel pouvoir pister qui a vu qui, à quelle heure, dans quelles circonstances, etc. Parce que si on fait ça, les gens, ils vont amener des comportements, soit de survalorisation de ce qu'ils font, soit de je vais voir un tel, je ne vais pas voir un tel, etc. Et là, on va être dans des comportements d'image et qui vont être délétères pour le travail. En gros, ça peut être l'occasion de reparler avec vos managers de leur rôle et de leur posture de manière plus générale. Et le troisième élément, je serai extrêmement bref dessus, mais ça va être sur comment on met en place le télétravail. Il y avait une question sur comment on manage la mise en place du télétravail. Les 3 étapes qui vont être assez simples et assez claires. La première chose, ça va être avant. Un diapo qu'on a vu, il faut le préparer. Il faut échanger sur l'organisation de travail, sur comment on fait. Ensuite, on va faire des hypothèses sur comment on pourrait fonctionner. Une fois qu'on a fait ces hypothèses-là, on va les tester, on va les mettre en pratique, on va faire des retours d'expérience dans un premier temps. Et il faut avoir une idée en tête à ce moment-là, c'est qu'à tout moment, le salarié, il doit pouvoir revenir en présentiel à 100% sans avoir besoin de se justifier. Parce que s'il se sent obligé d'être en télétravail, c'est là où il va se sentir coincé, il va se sentir mal et il va se sentir isolé dans son boulot. Et la troisième chose, c'est sur le long terme, s'inscrire dans une logique d'amélioration continue par la discussion, c'est-à-dire pas être rigide sur c'est le vendredi, c'est le mardi. Ça va dépendre des circonstances du travail, ça va dépendre aussi des circonstances des personnes, de leur vie, qui est présente ou pas chez eux, à quel moment. Il va falloir réajuster ça dans le temps. En gros, le télétravail, ça ne se met pas en place naturellement. Ça s'organise et ça se réfléchit en équipe. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vais repasser la parole à nos organisatrices. Merci beaucoup. Merci Léo. Merci, très très pertinent au vu du télétravail qu'on a tous mis en place par rapport à cette crise sanitaire. On en parlait tout à l'heure. Alors, merci. C'était très clair également. Y a-t-il des questions? Ah oui, Sylvie. Sylvie, si vous pouvez allumer votre caméra et votre micro pour poser votre question. Je me vois pas. C'est parfait, on va vous voir. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est des RX? Alors, c'est des retours d'expérience, pardon. D'accord, parce qu'on a cherché en même temps sur Internet. On a pas trouvé. Retour d'expérience, c'est juste ça. D'accord, merci. Et justement, Léo, quand vous parlez de retour d'expérience et de retour d'expérience en interne, c'est comment les collègues vivent cette mise en place du télétravail, les difficultés, ce qu'on peut mettre en place pour cette fameuse pause informelle, c'est ça? C'est ça, c'est de parler de manière la plus libre possible sur ces questions-là, sachant qu'après, selon votre culture organisationnelle, il y en a qui ont déjà des structures, retour d'expérience structurées, etc., ou ça va être plus des discussions informelles. Il y a pas ça dépend du formalisme que vous voulez mettre, mais en tous les cas, c'est important de pouvoir retrouver un moment derrière, après, où on rediscute de comment on l'a mis en place, dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a changé à mon travail ou pas, comment je vois les choses aujourd'hui, parce qu'a priori, quand j'ai testé, je peux voir les choses différemment que quand je l'avais juste imaginé en équipe. Donc, c'est juste vraiment prendre ce temps-là pour rediscuter après et se réajuster et potentiellement dire finalement, le télétravail, c'est pas pour moi, ça ne me convient pas, ou pas tout de suite. Oui. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. Allumez votre micro, votre caméra, on vous verra apparaître et poser votre question. Bon, moi, j'en ai une. Quand vous accompagnez des organisations, quelle est là où les difficultés que vous voyez le plus souvent apparaître pour la mise en place du télétravail? Ça va être difficile de donner une manière générale, une règle générale. En réalité, je pense que pour le télétravail, on en a tous une représentation ou des représentations sur ce que ça peut être. C'est des choses qui sont souvent organisées et structurées par des a priori qui n'ont jamais été vraiment vérifiés. Alors là, du coup, pendant le confinement, certains peut-être ont pu confronter à une réalité de ce que c'est le télétravail, mais encore c'est une réalité très relative et très particulière. Mais en fait, ça va surtout être, nous, dans un premier temps, de peut-être déconstruire les a priori sur le télétravail, les avis et les jugements soit très positifs, soit très négatifs, parce que je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça va être plus ça, en réalité. Le vrai sujet, c'est de se poser les questions sur concrètement, qu'est-ce que ça change ou pas à mon travail et comment je peux m'organiser pour essayer de le mettre en place. Très bien, merci beaucoup. Et il y a aussi, j'en profite juste peut-être des questions techniques aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de travailler en collaboratif à distance s'ils n'ont pas des outils qui sont performants là-dessus et s'ils ne sont pas formés dessus non plus.
Donc, on ne peut pas demander aussi l'impossible aux gens, quoi. Il faut penser aussi en amont à s'organiser, à structurer ces choses-là et peut-être à former sur des outils de communication à distance.